Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous allons parler cet après-midi de bâtiments passifs et de solutions bas carbone avec mes deux invités. L'idée, c'est toujours dans notre cycle d'émissions sur la ville et le bâtiment durable. Donc avec moi pour en parler, Monsieur Kaïs Kamal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur prescription chez Vicona. Vicona, une petite présentation. Oui, Vicona, c'est un concepteur gamiste qui a 70 ans. Donc on apporte des solutions pour tout le lot menuiserie extérieure, que ce soit façade, porte, fenêtre. Façade, porte et fenêtres. Enveloppe du bâtiment. Exactement, enveloppe du bâtiment. À côté de vous, monsieur François-Xavier Monaco, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le gérant fondateur de Visea. Et Visea, je vais vous demander de nous expliquer ce que vous faites. Alors Visea, c'est de l'ingénierie dans la construction durable. Donc c'est tout ce qui permet d'inventer la ville de demain pour les bâtiments, pour les quartiers et à l'échelle des territoires. Donc on est là pour aider les architectes, les urbanistes à construire demain. À construire demain, et normalement passif et bas carbone. Et entre autres, passif et bas carbone. Parce qu'il y a beaucoup de sujets dans la ville durable. Voilà, il y a beaucoup d'autres sujets. Alors là, on va se focaliser un petit peu sur ces sujets-là. Mais je sais que vous voulez un peu élargir ce sujet. Avant de commencer, d'aller dans le détail des choses, je vais vous demander à tous les deux, justement, ça veut dire quoi construire passif et bas carbone? Alors en toute modestie, on n'a pas prétention de tout gérer, nous, à notre échelle d'industriel, mais pour nous, construire en bâtiment passif, du coup, c'est de pouvoir vérifier les performances thermiques qui sont exigées sur un bâtiment. Donc on regarde en phase généralement APS, APD avec l'architecte, on regarde la faisabilité du projet, si les caractéristiques techniques qui sont demandées, les performances en UW, UCW pour les façades, les fenêtres, correspondent à l'apparence esthétique que souhaite l'architecte sur ces projets. Donc généralement, on intervient à cette phase-là, on l'accompagne. Ça, c'est pour la partie passive, on va dire. Exactement, pour la partie passive. On verra après plus en détail ce que vous avez mis en place pour la partie bas carbone, mais d'une manière plus générale et plus globale. Sur le bas carbone, comment vous y réfléchissez, on va dire? On y réfléchit au global. Alors on ne peut pas séparer la partie bas carbone de la mesure totale du cycle de vie du projet. Lorsque l'on regarde la constitution d'une fenêtre, par exemple, il faut pouvoir mesurer quelle est son empreinte carbone. Et pour pouvoir mesurer son empreinte carbone, il faut regarder à partir du moment où on l'extrait, le minerai même qui constitue la fenêtre en aluminium, aller regarder quelle est l'empreinte carbone générée par l'extraction de la bauxite, la transformation de la bauxite à l'alumine et de l'alumine à l'aluminium. Et pour ça, il faut avoir la mesure complète de toute cette chaîne industrielle. Voilà, et donc ça c'est important pour maîtriser le carbone et ensuite maîtriser la manière ou essayer en tout cas de faire baisser cette empreinte. Exactement. Voilà, tout en gardant l'aspect, en maîtrisant cette empreinte, je peux aussi continuer à construire passif. Oui, ça peut être lié. De votre point de vue, d'une manière globale et générale, on va dire, construire passif et avec des solutions bas carbone, ça veut dire quoi? Alors construire passif, en fait, passif c'est la performance de l'énergétique, donc il y a toute une notion d'enveloppe. Enfin, on a évoqué là le matériau en lui-même, mais aujourd'hui l'enveloppe, c'est aussi l'arrivée du soleil, tout ce qui est bioclimatisme. Donc c'est l'intégration à la fois de matériaux qui vont protéger une façade, mais c'est aussi comment on va faire entrer le soleil, comment on va ventiler. Donc il y a tout un travail sur la performance du bâti qui est fait en ingénierie. Et puis après, il y a une notion, on consomme de l'énergie, mais on va toujours en consommer quoi qu'il arrive. Et donc, il y a une notion plus urbaine qui va être comment on va intégrer des réseaux de chaleur pour faire ce dernier kilowatt en fait, dont on aura toujours besoin. Voilà, vous dites que le bâtiment, ça ne suffit pas, que de penser à l'échelle du bâtiment, ce n'est pas suffisant. Il faut penser à une échelle beaucoup plus importante, celle du quartier, de l'îlot du quartier et de la ville, et voire plus. Disons que c'est beaucoup plus facile de décarboner à une échelle plus large, puisque si on met une chaudière biomasse, comme on l'a fait sur la ZAC de la Marine à Colombes, on a d'un seul coup 1000 logements qui passent au bois et qui ne consomment pas de CO2. Et donc en fait, on va avoir un bâtiment qui est performant, mais en plus, qui va consommer, il va le consommer sans CO2. Voilà, et ça, on passe par le réseau de chaleur, donc il n'y aura pas que ce bâtiment. Non, tous les bâtiments. Tous les bâtiments. On va rentrer dans le détail tout à l'heure de la ZAC de la Marine. Et on a de la chance, c'est des bâtiments qui ont une dizaine d'années, enfin le projet qui a une dizaine d'années, des bâtiments qui ont 5 ans, donc on va pouvoir voir comment ça marche. Tout à fait, c'est un retour d'expérience assez intéressant. Retour d'expérience.
Les matériaux de construction en général ont un impact carbone. On a vu, l'aluminium a le sien. Comment on réfléchit et comment on fait baisser cet impact? Alors on regarde toute la chaîne. On regarde toute la chaîne, la logistique qui sera mise en place. Nous, quand on présente, d'ailleurs, on a eu le Award de l'innovation pour la première fenêtre en aluminium recyclé. On mesure justement, et sur, par exemple, l'aluminium tel qu'il est considéré, à l'échelle européenne, on a pour 1 kg d'aluminium produit entre 6 à 8 kg de CO2 générés. Sur ce que l'on a mis en place, par exemple sur cette fenêtre avec son premier aluminium recyclé, on est à un taux de recyclage qui est à 75%. Elle est constituée à 75% d'aluminium recyclé et on tombe à 2 kg de CO2 par kilo d'aluminium par kilo d'aluminium produit. Donc on divise quasiment par 4 l'empreinte carbone sur ce type de produit-là. Donc on a déjà un impact qui est fort quand on prend la mesure sur toute la partie, l'eau, enveloppe du bâtiment. Voilà, alors je ne me rends pas tellement compte, mais là on divise, on fait vraiment baisser les choses. Mais quand on est à 2, est-ce qu'on est encore avec un impact carbone important ou est-ce qu'on a déjà fait une grande partie du chemin? On a même fait une révolution en passant à 2. Là, on a optimisé énormément parce qu'au sein du groupe, on a aussi des barrages hydrauliques. Donc, on travaille sur de l'énergie verte. Donc, on a énormément de certifications. Oui, vous avez un petit avantage par rapport à d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je vous disais. Pour pouvoir donner un bilan, un chiffre, le mesurer, le quantifier, il faut avoir toute la chaîne. Si vous n'avez pas cette maîtrise-là, on ne peut pas annoncer des chiffres ou des valeurs ou dire qu'on a des bonnes intentions ou qu'on est éco-responsable, mais il faut pouvoir le prouver. Il faut pouvoir le prouver et le prouver par des organismes tiers indépendants qui le mesurent et qui auront les valeurs à présenter. Ça, c'est des choses que vous allez systématiser ou pas? Oui, mais dès à présent d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on regarde les produits de façade de bâtiments, tout ce qui est grande façade, j'utilise un petit peu des termes, mais en gris, capot serreur, mur rideau et autres, on est systématiquement sur cet aluminium-là avec cet alliage-là, avec ce matériau-là. Donc on est à 2 kg de CO2 systématiquement pour tous les produits de façade. Après, on a d'autres produits où, par exemple, la première aluminium recyclé, enfin le premier châssis, qui est la 75 Max chez nous, elle est en aluminium recyclé, donc avec ce taux-là. Après, on a d'autres produits dans nos usines qui, par défaut, sont à 4 kg de CO2, qui s'appelle chez nous dans l'appellation Reduxa, où on a homogénéisé nos différentes usines à peu près partout dans le monde ont ce taux-là. Est-ce qu'on peut descendre encore? C'est-à-dire que là, on est à un taux de 75%. Est-ce qu'on peut imaginer un taux de recyclage plus important et ça nous mènerait où? Alors on y travaille, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a différents alliages, il faut garder les mêmes caractéristiques techniques, parce qu'on a beau les utiliser, il y a quand même des caractéristiques à conserver, même si on récupère cet aluminium-là, qui n'est pas forcément le même, parce qu'on utilise on va récupérer d'anciennes fenêtres, à proprement dit, pour pouvoir refaire cet alliage-là. Et c'est des fenêtres qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc il faut que la constitution, la matière première de ces fenêtres, et même tous les composants qui sont dessus, puissent être réutilisés. Donc c'est très dur d'aller en dessous des 2 kg de CO2, mais par contre, on y travaille tous les jours. On ne s'arrête pas aux 2 kg de CO2. Et on a déjà passé un cap qui est quand même assez important. Donc c'est ce qu'on vise. Mais ça ne va pas être si simple. Ça ne va pas être si simple. Là, on est sur un seul élément de la construction. C'est-à-dire qu'on imagine qu'avec ce que vous voyez d'une manière plus globale, on va dire, il faut aller évidemment partout avec ce type d'approche. Oui, alors aujourd'hui c'est une course contre la montre du CO2. On essaye en 2050 d'être neutre CO2. En fait, un bâtiment, il faut aussi revenir à l'essentiel, c'est qu'un bâtiment aujourd'hui qui est RT 2012, il consomme autant d'énergie pour sa construction que pour ses 50 prochaines années de vie. Donc en fait, on avait dans l'histoire cette consommation et ce carbone émis pendant sa consommation des bâtiments. Mais en fait, sa construction aujourd'hui est un élément crucial et c'est pour ça que monsieur fait autant d'efforts pour abaisser son taux de CO2. Après, peut-être qu'un jour, monsieur fera des fenêtres mi-métal, mi-bois, parce qu'aujourd'hui, le bois a un stockage de CO2, voilà, et donc qui sont des solutions techniques plus intéressantes d'un point de vue CO2. Donc il y a aussi des choix industriels. Voilà, il y a des choix industriels, il y a des choix de matériaux qui permettent plus facilement, on va dire, d'aller chercher
d'éviter le CO2. Tout à fait. Donc dans la performance aujourd'hui, tous les industriels et même et nous, bureaux d'études, on cherche effectivement les meilleures solutions pour construire les bâtis qui consomment le moins de CO2 demain. Et donc c'est cette course, c'est ce travail qui est effectué par les entreprises pour arriver à réduire ça. On va partir à Colombes. Partons à Colombes. Vous allez nous expliquer, nous décrire déjà quel était ce projet et en quoi ce projet répond à ces caractéristiques passives et bas carbone. Et puis ensuite, comme c'est un projet qui a 4-5 ans d'existence, de vie, on y vit depuis 4-5 ans dedans, vous nous direz un petit peu les plus et les moins, ce qu'on aurait pu mieux faire et ce qui fonctionne vraiment bien. Alors, en fait, on n'a pas trop de regrets sur cette opération. C'est pour ça qu'on on la présente volontiers. Aujourd'hui, c'est une opération donc, qui s'appelle la ZAC de la Marine et qui est vraiment, qui était 500 logements et qui s'est agrandi à 500 logements à côté, qui étaient des logements sociaux pour beaucoup de raisons. Et en fait, il y a des sujets qui sont des sujets phares, comme l'énergie, donc ce réseau de chaleur qui vient alimenter en biomasse les 1000 logements de cette opération d'un seul coup. Donc ça fait vraiment la différence. Vous passez de 200 grammes de CO2 par kilowatt à zéro, ou avec le transport, on va peut-être dire 30%, c'est très faible. Et ensuite, ce carbone, il n'est pas que dans la production de chaleur, il n'est pas que dans le bâtiment, il est aussi dans des sujets comme la mobilité, où on a vraiment inversé un peu la construction. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on met un parking en dessous avec pour mettre un certain nombre de voitures. Là, sur cette opération, on a dit non, on ne mettra pas de parking en dessous. Donc, on a récupéré des parkings à côté, donc on n'a pas reconstruit des parkings. Donc, c'est aussi l'énergie grise du carbone en moins. Voilà, parce que le parking en coût énergie grise, c'est énorme. C'est énorme. C'est du béton. En plus, on n'a pas de solution autre que le béton parce que généralement, il faut cuveler et tout ça. Donc, c'est vraiment la partie, l'infrastructure est la plus consommatrice en CO2. Et donc là, on n'a pas dépensé. Il y a même un petit lobby aujourd'hui qui voudrait bien qu'on enlève le parking, je crois, dans le plus c'est moins. Certains calculs. Alors effectivement, c'est très pénalisant dans les calculs le plus c'est moins, par exemple, pour être 3C2, ce qu'on appelle les nouveaux labels énergétiques. Donc effectivement, tous ces parkings, mais ce sont des choix aussi de ville, où on dit le vélo est important, on va faire des espaces publics sans voiture. Aujourd'hui, effectivement, sur cette opération, les gens, au départ, on pensait qu'ils allaient vraiment nous dire c'est compliqué d'aller chercher sa voiture à 50 mètres, mais en fait, non, c'est pas compliqué. On a fait du retour d'expérience avec eux, ils nous disent non, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'on peut reproduire ça, on peut accepter que notre voiture ne soit pas au bout de l'ascenseur. Finalement, notre voiture n'est pas aussi indispensable que ça. Alors, elle n'est pas aussi indispensable que ça dans des zones denses comme l'Île-de-France, où effectivement la boulangerie n'est pas très loin, où les services de santé sont pas très loin, où les transports en commun sont très développés. Donc c'est vrai que ça s'est adapté sur des territoires, mais effectivement sur l'Île-de-France dense, aujourd'hui il n'y a plus de raison quasiment d'utiliser une voiture. Alors je crois que vous nous avez apporté quelques visuels. Je ne sais pas si on peut les voir, les voilà. Donc oui. Ça aussi, ça fait partie. Donc ça, c'est la toiture de l'école qui est une école BEPOS, donc qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et donc c'est la toiture photovoltaïque de cette école. Donc l'énergie renouvelable, c'est aussi une part. On a vu le réseau de chaleur, mais on peut aller plus loin que le réseau de chaleur. Voilà, donc c'est intéressant parce que cette école, en fait, elle est très performante au niveau énergétique. Donc les murs, les menuiseries sont très performantes. Et donc on a un tout petit échangeur énergétique qui est vraiment grand qui est grand comme tout petit, c'est vraiment ridicule. Voilà, et qui permet d'échanger avec ce réseau de chaleur biomasse. Donc on consomme uniquement du bois. Et en plus, pour notre électricité, on va produire du photovoltaïque et donc produire de l'électricité avec ces panneaux. C'est autoconsommé ou c'est de l'électricité qui est vendue sur le réseau? Alors c'est revendu, je crois, historiquement sur le réseau. Mais après, finalement, l'électron, lui, il va d'abord à l'ampoule de la classe numéro 1 avant d'aller sur le réseau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme... là, on retrouve... Voilà, on retrouve les bâtiments avec cette toiture photovoltaïque. Voilà, donc ça, c'est la chaudière biomasse. C'est aussi pour montrer, ça alimente 1000 logements. C'est aussi pour montrer que c'est pas si important que ça. Alors c'est pas une énorme cheminée. C'est pas une énorme cheminée, voilà. En plus, c'est sur un délaissé d'autoroute. Souvent dans les opérations, il y a des endroits où finalement qui ne servent à rien. Là, on est au bord de l'autoroute à 200 mètres. En fait, on a mis la chaudière biomasse à 200 mètres sur le bord de l'autoroute dans un délaissé qu'on a acheté à la DIRIF, les directions d'Île-de-France, des routes d'Île-de-France, et on vient installer cette chaudière biomasse qui finalement ne dérange personne et vient alimenter l'ensemble du réseau. Donc biomasse, énergie renouvelable aussi, 1000
logements, le solaire photovoltaïque. On a beaucoup travaillé donc sur les équipements techniques, on va dire, hein, sur le chauffage, sur l'enveloppe des bâtiments. Comment on a... Pas que, on a aussi des sujets, je ne sais pas si on a d'autres photos, mais on a aussi des sujets qui sont des sujets, voilà, donc c'est des façades. Donc là, c'est plutôt architectural. On voit qu'on a le tramway, c'est aussi un moyen de mobilité qui est assez intéressant pour accéder. Aujourd'hui, les transports lourds sont quand même extrêmement importants pour arriver à réduire la place de la voiture. Et voilà, des locaux vélos, donc qui sont très grands, peut-être un peu trop grands, c'est un petit peu à nos grés. Alors on espère que dans le temps, avec l'arrivée du nouveau tramway T1, on aura encore plus d'intermodalité et donc de développement du vélo. Pour l'instant, il n'y a pas assez de vélos dans votre parking à vélo. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. C'est quand ils seront bourrés et qu'on ne pourra plus déplacer son vélo que là, on aura vraiment réussi quelque chose en termes de mobilisation vélo. D'accord. Mais on voit qu'on a déjà des équipements de déplacement d'enfants, voilà, donc il y a déjà des gens qui ont changé leur mobilité. Des familles qui vont se déplacer effectivement autrement, quoi. Donc quand on veut le retour d'expérience, quand on veut être passif et bas carbone, ça va en fait beaucoup plus loin que le bâtiment lui-même. Oui, voilà. Après il y a des sujets sur cette opération où on est en zéro rejet par exemple, donc ça veut dire que l'eau de pluie est infiltré dans les sols et il ne repart pas dans les égouts. Donc ça, c'est aussi une façon de réduire le carbone, parce qu'en fait, personne derrière va faire du traitement de ces eaux, puisque l'eau retourne dans les sols naturellement. Donc c'est aussi cette notion du carbone, elle est très longue, en fait, elle est voilà, dans un cheminement très vaste, elle va regrouper plein de sujets techniques, et c'est ça qui est intéressant dans le monde du développement durable, c'est qu'il y a plein de sujets qui permettent d'avancer et construire une nouvelle ville, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, ce projet, vous le mettriez où par rapport, on va dire, à ce qu'on voudrait aujourd'hui vraiment produire en termes de bâtiments qui vont nous permettre d'atteindre nos fameux objectifs? Alors, c'est une opération qui date de 2009, donc aujourd'hui, heureusement, on arrive vers 2050, on veut réduire le carbone, donc tout change, hein, tout évolue. Donc, à l'époque, je l'aurais mis à 9 sur 10, parce que vraiment, c'était un enthousiasme d'équipe, le groupe Arcane, d'ailleurs, et la compagnie du paysage, qu'il faut peut-être citer, qui était vraiment fabuleux et qui a permis de construire tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, on a envie d'aller plus loin, on a des solutions pour aller plus loin. Par contre, ce qui est très intelligent dans ce projet-là, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont nées du site, de trouver ce délaissé d'autoroute pour mettre cette chaudière biomasse, voilà, de trouver ces parkings à côté, voilà, donc qui sont des solutions pour éviter du carbone. Voilà, donc vraiment réfléchir à la parcelle en fait. Hein, exactement, il y a une réflexion vraiment, et qu'on ne fait pas assez dans les projets malheureusement, parce qu'il y a toujours une course de temps importante. Comment on intègre des menuiseries, mais pas que des menuiseries, mais comment vous intégrez-vous, comment vous intégrez votre travail à des projets comme celui-ci? Des projets comme celui-là, on en voit de plus en plus. C'est vrai que je partage votre avis sur le parking à vélo. On les voit fleurir de plus en plus et on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'intérieur des bâtiments. Et je partage aussi votre avis sur le poids qu'on en a. L'État français s'est donné comme objectif d'être neutre en bilan carbone sur 2050. Nous, on le vise aussi sur 2020. Voire un peu plus proche si on y arrive, mais c'est quelque chose que l'on vise, la neutralité carbone. Donc dans toute notre stratégie, lorsque l'on le voit sur la conception, quand on accompagne les architectes en amont, les bureaux d'études, les promoteurs, on y apporte un regard et on voit vraiment une évolution. On voit vraiment une évolution dans la façon dont les bâtiments sont construits, modestement, à notre échelle. On voit vraiment que les plans qui nous sont présentés, les réflexions qui sont faites, vont même au-delà de la partie même du bâtiment, l'environnement complètement, l'impact, le vécu même du bâtiment dans les 20 ans auparavant, 40 ans auparavant, on voit vraiment qu'il y a une évolution. Et sur la partie enveloppe, il y a une réelle approche. On voit très bien que maintenant on cherche à la fois à avoir du clair de vitrage, à avoir de plus en plus de façades qui sont éclairées naturellement. On voit que la partie aussi réchauffement de l'intérieur du bâti, ou par le biais du lot façade, on veut le travailler, on veut avoir de l'amener d'air frais et moins utiliser la climatisation également, d'avoir un mode de fonctionnement intelligent pour pouvoir filtrer l'air aussi. Quand on a la menuiserie, le châssis qui est en position ouverte, on veut pouvoir filtrer, éviter que les pollutions qui arrivent de l'extérieur, qu'on ait la capacité à les filtrer. Ça, on le fait, on a des solutions qui le proposent, mais on voit qu'il y a plus une préoccupation de mieux vivre à l'intérieur et de la gestion de l'exposition vis-à-vis de l'environnement. Voilà, on n'est pas que passif et bas carbone, on essaie aussi de mieux vivre, ou en tout cas d'être bien là où on est. Et le confort, ça fait partie des objectifs du monde de demain. Alors ce ne sera pas tout à fait le mot de la fin, mais je vais vous demander le mot de la fin. Pour atteindre 10, il faut aller où?
Alors, ça c'est dur comme question. Hein. Pour atteindre 10, je pense qu'on n'atteindra jamais 10. Surtout parce qu'il y a vous toujours, avez 15 secondes. Non mais je crois que c'est surtout le bonheur de faire des beaux projets comme ça et de réussir à intégrer des solutions qui sont pas évidentes. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai dit au maire que j'allais acheter un terrain à côté pour pouvoir, sur la ville d'à côté en plus, pour pouvoir mettre une chaudière biomasse, il m'a dit où est là, oula. Ben, le 10, c'est qu'on arrive à faire peut-être ça plus régulièrement, parce que c'est quand même une très belle opération en termes d'organisation et en termes de façon de faire. Voilà, donc c'est ça. On peut généraliser cette approche voilà, en fait. Hein. Exactement. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Batijournal pour nous parler donc de bâtiments passifs, de solutions bas carbone, de quartiers passifs, on peut dire, hein, et bas carbone. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV, ainsi que toutes les émissions que nous avons réalisées ici à Batimat. Merci messieurs. Merci, au revoir. Au revoir.